Pour les terriennes, c'est déjà en route. Pour les extraterrestres, qui peut prédire l'avenir, sinon la science-fiction? La science-fiction a une valeur prédictive parce que les maîtres du genre sont souvent des scientifiques. Le mathématicien Von Neumann, collaborateur de la bombe atomique américaine, a imaginé les cyborgs, ces êtres mi-hommes, mi-machines qui envahissent le cinéma aujourd'hui. Le biologiste Asimov a imaginé 3 lois de sécurité pour contrôler l'intelligence artificielle, dont sont déjà dotés les robots humanoïdes qui envahissent notre quotidien. Pour cette raison, l'Agence spatiale européenne a lancé ITSF, un programme d'études qui demande à Patrick Geiger, directeur d'un musée de la science-fiction, de proposer des idées futuristes. L'idée de base, en fait, de l'agence spatiale, c'est de se dire, voilà, il y a 5000 auteurs ou 10 000 auteurs qui ont écrit ou qui écrivent de la science-fiction, et beaucoup de science-fiction liée à aux nouvelles technologies. Par exemple, voilà, Jules Verne a, entre guillemets, inventé le sous-marin. Est-ce qu'il n'y a pas un auteur de science-fiction qui aurait inventé quelque chose qu'on pourrait maintenant mettre en avant et développer? Il y a quand même quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est qu'on a la possibilité, là encore, que dans 2 ans ou 3 ans, il y a un ingénieur qui travaille à 100% sur une idée qu'on avait trouvée dans Flash Gordon. Alors Flash Gordon a marqué les Américains parce qu'avant tout, donc c'était une des premières bandes dessinées quotidiennes de science-fiction qui a véhiculé tous les mythes. Et moi, je suis vraiment persuadé que le rôle principal de la science-fiction ces dernières années, c'est d'avoir permis, entre autres, la conquête spatiale, parce que toutes les personnes qui ont travaillé dans le domaine spatial entre les années 40 et maintenant sont des gens qui ont lu les Chroniques martiennes de Bradbury. Moi, je pense par exemple à l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial, c'est une idée scientifique qui a été reprise ensuite par Arthur C. Clarke dans un livre qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Le principe, il est assez simple. Même construisons entre l'équateur et une orbite géostationnaire un lien fixe, quelque chose de très résistant, qui servirait vraiment de filin pour un ascenseur. Comme ça, on enverrait de façon très rapide et aisée du matériel jusqu'à l'orbite géostationnaire. Et maintenant, il y a quelques jours, la NASA vient de révéler qu'elle s'intéressait à cet ascenseur spatial et que dans les 50 prochaines années, une construction serait envisageable. Alors je pense que la science-fiction, c'est vraiment un masque révélateur, on va dire. C'est une façon de travestir la réalité pour mieux faire ressortir certains aspects. Par exemple, quand on parle, je sais pas, de clonage, eh bien évidemment, on pense à Aldous Huxley, qui a écrit Brave New World dans les années 30. Lui, c'est plutôt la question qu'il met en avant, c'est en quoi cette technologie de clonage a changé le monde. Et quand on prend Asimov, c'est plutôt l'impact que les êtres artificiels auront sur la société et qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher de nuire ou d'interagir de façon violente avec l'humanité. Oui, la science-fiction est éternelle par définition, mais pas dans ce qu'elle décrit, mais plutôt dans la façon qu'elle a de montrer la relation entre l'homme et l'espace, l'homme et le temps, et l'homme surtout et sa création. Quand j'étais jeune, les maîtres de la science-fiction m'ont fait rêver avec des fusées à moteur ionique qui partaient pour de lointains voyages intersidéraux. On peut imaginer ma surprise quand j'ai découvert un vrai moteur ionique dans un centre d'essai de l'Agence spatiale européenne. Mais hélas, je n'ai pas vu de moteur utilisant la magnéto-hydrodynamique, un système de propulsion révolutionnaire qui existe aujourd'hui dans les laboratoires et qui serait utilisé par les ovnis. C'était top secret ou on l'étudiait ailleurs. En tout cas, David Raitt, le responsable du programme ITSF, m'a bien confirmé que la fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et quoique je ne sois pas très avide de science-fiction, même si j'apprécie ce genre de film, j'ai eu cette idée parce que la littérature et la bande dessinée de science-fiction sont pleines d'idées de technologie spatiale. Et donc il devait y avoir un moyen de savoir si ces idées étaient réalisables avec la technologie actuelle ou avec la technologie qui sera disponible demain matin. Quand le programme sera terminé, c'est-à-dire dans 1 mois ou 2,
Nous aurons une liste de ces idées que les ingénieurs et les scientifiques de l'Agence spatiale européenne pourront alors évaluer, simplement pour voir si elles sont faisables ou non, avec les technologies qu'on a sous la main. Dans notre programme, une idée qui a été évoquée est celle de l'ascenseur spatial, un moyen économique pour aller dans l'espace. C'est un Russe qui en a parlé pour la première fois aux environs de 1895. On y est revenu en 1960 et puis encore en 1975 avec une nouvelle de Arthur C. Clarke qui aborde ce concept. Et aujourd'hui, quelques 25 années plus tard, la NASA vient de publier un rapport sur le même concept, en concluant que dans 50 ans d'ici, la technologie pourra transformer cette idée d'ascenseur spatial en une application concrète qui enverra les gens dans l'espace de manière très rapide et économique. Donc, nous avons ce besoin d'explorer, en particulier cette voûte céleste piquetée de lumière que nous voyons tous les soirs quand nous regardons dehors. Il fait noir, nous voyons ces lumières, nous avons besoin d'y aller voir, nous voulons visiter ce genre de choses, parce qu'elles sont là et que nous sommes curieux. Quant à ce qui concerne la principale motivation pour la conquête spatiale, d'évidence, il y en a plusieurs, je pense. Le tourisme sera évidemment l'une de ces motivations, mais bien sûr, l'exploration sera une autre. Nous voulons voir comment se présente la vie sur la plus lointaine planète. Nous voulons savoir si la vie existe là-bas. Pourquoi notre planète, la Terre, serait-elle la seule planète de l'univers où on pourrait finalement trouver de la vie? Je ne crois pas que cela soit possible. Donc, l'exploration sera certainement l'une des motivations. Tourisme, exploration, il y en a certainement d'autres. Mais ces deux-là, au moins, sont les principales. Science-fiction ou pas, il devenait clair que la durée du voyage intersidéral était le cœur du problème, à partir du moment où on admet l'hypothèse scientifique de la civilisation extraterrestre. C'est à cet instant que j'ai abordé avec Alex l'échange d'informations dont je parlais, car il y a une manière radicale de régler le problème du voyage. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. This statement appears in Project Saucer Case number 75. Not only that, the Air Force has officially analyzed the motives of possible visitors in space. Here is a direct quotation from the official report. Such a civilization might observe that on Earth we now have atomic bombs in our fast-developing rocket. Donald Keyhoe incarnait l'approche qui consiste à dire que les visiteurs extraterrestres ne voyagent pas parce qu'ils sont déjà parmi nous. Ce n'est pas l'idée d'une invasion secrète, mais plutôt l'idée qu'ils seraient nos ancêtres. Des êtres semblables à nous-mêmes qui auraient colonisé notre planète avant le déluge et dont l'humanité conserverait la mémoire sous les traits de tous les dieux dont elle peuple le ciel. On peut sourire de cette approche, mais on peut aussi observer que dans la culture terrienne, la vie et la connaissance tombent toujours du ciel. Les textes religieux sont remplis d'allusions à des dieux, des anges, des géants ou des rois qui sont venus sur terre avec leurs chars de feu pour apprendre la soumission aux hommes et féconder leurs femmes. Et on peut encore remarquer que dans les anciennes civilisations humaines, les grands prêtres étaient toujours de grands astronomes, ou le contraire, ce qui revient au même. En matière de mystère cosmique, il y a d'évidence un lien entre le sacré et le profane. Et la meilleure preuve est que le père du Big Bang était un père de l'Église catholique, l'astrophysicien Georges Lemaître. Personnellement, j'en étais resté à Galiléo Galilei, qui a failli perdre la vie à cause de cet amalgame sacrilège, au contraire du pauvre Giordano Bruno, brûlé vif en l'an de grâce 1600, pour les mêmes raisons. Nos ancêtres les extraterrestres est la version moderne de l'hérésie qui choque autant les rationalistes que les croyants religieux. Mais comme me l'a expliqué l'écrivain Gildas Bourdet, elle a le mérite de rappeler que les grands mythes fondateurs de l'humanité sont toujours un mélange de réalité et d'imaginaire. Le père Corrado Balducci est un témoin tout à fait remarquable qui s'est prononcé sur les ovnis de manière positive. Je l'ai vu moi-même à une conférence sur les ovnis en Italie, à Saint-Marin, l'année dernière, et là, sur cet entretien, il dit, bien sûr qu'il y a des extraterrestres, et un bon chrétien doit s'en réjouir, car c'est à la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'il est spécialiste de démonologie au Vatican. C'est un théologien spécialiste de démonologie. Donc les démons, il sait qu'est-ce que c'est. Or, je l'ai vu, par sa conférence, expliquer
qu'il ne faut pas avoir peur de ces extraterrestres, qu'il faut s'habituer à cette idée qu'il y a des extraterrestres. Il y a toute l'histoire des mythes les plus anciens et des textes fondateurs des religions qui donnent à penser que ce sont des extraterrestres qui ont fondé les grandes religions et beaucoup de mythes également. Alors la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est non seulement sur les intentions des extraterrestres, mais sur leur présence dans l'histoire humaine. C'est un aspect que beaucoup d'auteurs ont étudié, et peut-être le point le plus délicat, mais qu'il faut sans doute aborder, c'est l'idée qu'il y a pu y avoir des manipulations génétiques qui ont aidé en quelque sorte à la naissance de l'humanité. Donc toute l'histoire humaine et maintenant le dossier OVNI contemporain nous amène à poser la question, sont-ils encore parmi nous? Eh bien moi je crois que oui, qu'il y a des extraterrestres qui sont là, qui sont parmi nous, et qui se cachent encore, mais qui commencent à se montrer un peu. Donc peut-être que dans les années qui viennent, nous allons en savoir plus, je le crois aussi, sur cette présence des extraterrestres. À propos de cette hérésie, il m'a semblé intéressant de savoir ce que pourrait en penser l'Église du Vatican, celle qui brûla jadis Giordano Bruno. Je suis donc allé à Castel Gandolfo, dans la banlieue de Rome, bien connue pour abriter la résidence d'été du pape. Alex y avait organisé une rencontre avec l'un des auteurs de son ouvrage collectif, l'astronome George Coyne, qui travaillait sur le thème « En quoi l'idée extraterrestre est-elle un défi pour la pensée religieuse ?» L'entretien a eu lieu dans le palais d'été, car c'est le siège historique de l'Observatoire du Vatican. Membre de l'Académie des sciences pontificales, Monseigneur George Coyne en est le directeur. J'avoue que le père Coyne, jésuite américain, a bouleversé mes idées reçues, notamment quand il prend bien soin, pour parler de Dieu, de ne pas choisir entre le genre masculin et le genre féminin. Vous savez, il arrive parfois qu'un croyant pose la question: comment Dieu a-t-il pu créer un univers si vaste, si grandiose et si prolifique à l'égard de la vie, et ensuite limiter la vie à ce tout petit grain de sable que nous appelons la Terre? Quel genre de Dieu pourrait faire cela? C'est évidemment une question très intéressante à se poser. Où se trouvent ces extraterrestres dont nous pensons qu'ils devraient exister statistiquement et mathématiquement? Le Soleil est une étoile parmi 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, notre galaxie. Il existe 100 milliards de galaxies dans l'univers. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards par 100 milliards d'étoiles dans l'univers. Combien d'étoiles sont comme le Soleil? Disons 30 ou 40%. Combien de ces étoiles ont-elles des planètes tout autour? Pas 0%, mais disons 2%. Et de ces 2%, un demi-pourcent aura une planète comme la Terre.